En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a été désigné vendredi comme candidat du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. Au Kenya, des milliers de personnes se préparent à assister ce samedi à la béatification d'une religieuse italienne décédée dans le pays il y a plus de 80 ans. Au moins 43 morts dans des affrontements qui ont opposé les forces de sécurité à des narcotrafiquants au Mexique. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a été désigné vendredi comme le candidat du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, pour la présidentielle d'octobre. C'était à l'occasion du congrès du 10 parti qui s'est tenu à Abidjan jeudi et vendredi dernier. Ambiance de fête pour clore en beauté le congrès du Front populaire ivoirien et saluer par la même occasion la désignation du candidat du parti pour la présidentielle d'octobre. Sans surprise, le choix du FPI a été porté à l'unanimité sur Pascal Affi-N'Guessan, seul candidat en lice. Tous les Ivoiriens qui souffrent les affres de la politique actuelle attendent du Front populaire ivoirien un message d'espoir. Je ne peux me dérober. C'est pourquoi j'ai dit oui, je suis d'accord pour être le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Je vous remercie. Visiblement ému, Pascal Affi-N'Guessan s'est engagé à continuer la lutte pour la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu à la CPI d'une part, et de donner une espérance à la Côte d'Ivoire d'autre part. Mon devoir, c'est de tenir le navire. Mon devoir, c'est de donner une chance à la libération de Laurent Gbagbo. Mon devoir, c'est de faire en sorte que tous ces militants qui ont souffert tant de preuves, qui ont tout perdu, trouvent à travers le Front populaire ivoirien une chance de réhabilitation. Les jeux sont ainsi ouverts. Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI à la présidentielle d'octobre, affrontera le chef de l'État sortant Alassane Ouattara, qui fait figure de grand favori. Une information en bref à présent, le Premier ministre togolais a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé qui l'a accepté. L'information a été rendue publique vendredi soir dans le pays. Cette démission intervient près d'un mois après l'élection présidentielle du 25 avril, scrutin remporté par le président sortant Faure Gnassingbé avec 58,77% des suffrages exprimés contre 35,19% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre, selon les résultats officiels de la Cour constitutionnelle. En République centrafricaine, l'affaire de viol de mineurs par des soldats français continue de susciter des réactions hostiles. Dans certaines rues de Bangui, les soldats français sont victimes d'insultes de la part de la population alors qu'ailleurs, on leur témoigne de la reconnaissance. Mais pour ces soldats, le plus important, c'est d'exécuter leur mission. Reportage. Violeurs d'enfants, voleurs de diamants, rentrez chez vous. Stoïques, les soldats français de Sangaris essuient les insultes de la foule lors d'une patrouille de plus de 3 heures à travers Bangui. Les accusations de viol sur mineurs par des soldats français durant la crise qui a ravagé la Centrafrique ces 2 dernières années ont fait leur chemin. Nous avons effectivement pu essuyer quelques insultes suite à l'affaire supposée des viols d'enfants, mais ce sont en général dans des quartiers qui ne nous étaient pas naturellement forcément favorables. Maintenant, en contrepartie, nous avons aussi beaucoup de témoignages d'encouragement de la part d'une population qui est reconnaissante et qui sait très bien ce que Sangaris a pu faire à son profit depuis le début de l'opération. Cependant, les avis sont partagés. Dans les quartiers musulmans, le début de l'intervention française en décembre 2013 est ressenti comme le coup d'envoi des violences interreligieuses qui ont fait des milliers de morts. Côté chrétien, on accuse l'ancienne puissance coloniale d'avoir armé l'ex-rébellion Séléka au pouvoir entre mars 2013 et janvier 2014 qui a commis de nombreuses exactions.
Néanmoins, les soldats reçoivent également beaucoup d'encouragement de la part d'une certaine population qui est reconnaissante pour ce que Sangaris a pu faire à son profit. Avant, on passait là-bas dans le kilomètre 5, mais vu les dégâts, on ne peut pas passer là-bas. Mais s'ils sont là comme ça, on se sent en sécurité. On se sent à l'aise, c'est bien. Notons que la France, qui a déployé 2000 hommes et contribué à la pacification partielle du pays, se désengage progressivement au profit des forces onusiennes. Au Soudan du Sud, le personnel soignant de l'ONG Médecins sans frontières a dû se réfugier dans les marais avec des patients pour échapper au combat. Pendant ce temps, l'armée reprenait l'enclave rebelle de Lire dans le nord. Le conflit, marqué par des atrocités des deux camps, massacres, viols de masse, enfants soldats, avait commencé en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ancien vice-président Riek Machar de formater un coup d'État. Depuis, les combats dans le pays le plus jeune de la planète, qui n'avait obtenu son indépendance du Soudan qu'en 2011, ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Et aujourd'hui, plus de la moitié des 12 millions de Sud-Soudanais dépendent de l'aide humanitaire, dont 2,5 millions souffrent de problèmes alimentaires graves. S'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, comment est-ce qu'ils vont avoir accès à l'aide humanitaire dont ils ont besoin pour continuer à vivre dans la dignité et pour continuer à survivre dans certains cas? Le conflit politique bloque notre accès aux zones de combat et nous empêche de fournir de l'aide médicale d'urgence. Ce n'est jamais le bon moment pour la guerre, mais cette période de l'année est particulièrement mauvaise pour les civils du Soudan du Sud. Lire, la ville natale de Machar, chef de la rébellion, avait déjà été mise à sac par les forces gouvernementales en janvier 2014, qui avaient alors incendié l'hôpital de Médecins sans frontières, le seul existant en zone rebelle. L'ONG l'a depuis reconstruit, mais a évacué récemment son personnel étranger à l'approche des combats, laissant 200 000 personnes sans accès aux soins. Nous avons dû fermer notre hôpital de Lire dans l'état d'unité à cause du conflit. Notre personnel a dû s'enfuir dans les marais. Ils nous ont dit qu'ils se cachaient dans les marais par crainte pour leur vie et qu'ils avaient été attaqués par des hommes en uniforme. Je ne sais pas si mon personnel est encore en vie, s'ils sont tous vivants. L'assaut lancé fin avril dans le nord par l'armée est un des plus importants et violents de la guerre. L'avancée des combattants gouvernementaux qui violent, incendient villes et villages et pillent l'aide humanitaire a poussé plus de 650 000 personnes à fuir. Des dizaines de milliers de Kenyans se préparent à assister ce samedi dans la ville de Nyeri à la béatification de sœur Irène, une religieuse italienne décédée au Kenya il y a plus de 80 ans. Une première dans l'histoire du pays d'Afrique de l'Est en proie à des attaques de Shebab ces dernières années. Selon les médias kenyans, la foule se massait déjà aux alentours de l'université où sera célébrée la messe de béatification de ce membre italien des Sœurs de la Consolata, étape clé avant une éventuelle canonisation. Arrivée au Kenya en 1915, elle commença par soigner au Kenya et au Tanganyika voisin les blessés des contingents africains de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Le Kenya était alors une colonie britannique. Le Tanganyika, future Tanzanie, était lui sous domination allemande, mais le théâtre de bataille entre forces ennemies pour le contrôle de l'Afrique de l'Est. Au sortir du premier conflit mondial, Sœur Irène s'était ensuite occupée des populations de la région de Nyeri, à quelques 150 km au nord de Nairobi, en plein pays de l'ethnie Kikuyu, sur les contreforts du mont Kenya. Jouant à la fois les rôles d'infirmière, d'enseignante et d'assistante sociale selon les Sœurs de Consolata, la jeune femme, née en 1891 près de Brescia, dans le nord de l'Italie et morte en 1930 au Kenya, était très respectée de la population locale qui la surnommait Nyata, mère de toute miséricorde en langue Kikuyu. Elle s'est identifiée à ceux qui avaient réellement besoin d'amour et d'attention. Par exemple, les malades, les personnes âgées, les enfants. Même pendant la Première Guerre mondiale, il lui a été demandé d'aller et d'aider les soldats blessés et peut-être ceux qui avaient la malaria. Donc elle s'est identifiée à ceux qui avaient besoin de son amour et attention. Et c'est pourquoi nous disons que c'est quelque chose de spécial. Elle n'a jamais caché sa foi, son amour, son attention, sa compassion. C'est pour cela que les gens autour de Gigonki l'ont appelée Nyata, celle qui était pleine de compassion.
Pour sa béatification, le Vatican a validé un miracle au Mozambique survenu après sa mort. C'était en 1989. Pendant la guerre civile, des déplacés fuyant les combats s'étaient réfugiés dans une église à Nipepe, dans la région septentrionale du Niassa, et avaient prié en son nom. De l'eau s'était alors mise à couler du bénitier, leur évitant de mourir de soif. À Nyeri, plus d'1 millier de policiers ont été déployés pour assurer la sécurité samedi, selon la presse kenyane. Dimanche, la dépouille de sœur Irène, actuellement enterrée dans une chapelle proche de l'université de Nyeri, doit être transférée dans la cathédrale de la ville. Au Mexique, au moins 43 personnes, dont 42 hommes armés et un policier fédéral, ont été tués vendredi, à la base des affrontements dans l'ouest du pays entre les forces de l'ordre et des narcotrafiquants. Les détails. Le bilan provisoire est de 42 délinquants présumés et un policier fédéral mort dans des affrontements survenus dans la localité de Tanuato, dans l'état de Michoacán, à environ 500 km de Mexico. Un précédent bilan faisait état de 37 civils armés et de 2 policiers fédéraux tués. Selon le gouverneur du Michoacán, les affrontements ont débuté après que les forces de l'ordre ont essuyé des tirs en provenance d'un véhicule suspect qu'ils avaient arrêté. Les hommes armés se trouvant à bord se sont ensuite retranchés dans un ranch à proximité où ont eu lieu plusieurs échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Vendredi soir, le ranch appelé El Sol est situé à la limite entre les États de Michoacán et de Jalisco, était gardé par 500 militaires et policiers fédéraux. Selon une radio locale, il est très probable que les hommes armés qui ont ouvert le feu fassent partie du cartel de narcotrafiquants Jalisco Nueva Generación, qui est devenu l'ennemi numéro 1 du gouvernement mexicain ces derniers mois. Notons que l'affrontement de vendredi est l'un des pires qu'ait connu le Mexique depuis le lancement fin 2006 par Felipe Calderón d'une vaste offensive militaire contre les cartels. L'État du Michoacán figurait dans la liste des États prioritaires de cette nouvelle stratégie sécuritaire et constitue toujours un défi pour les forces de sécurité mexicaines. Précisons que la ville de Tanuato est aussi proche de la frontière de l'État de Jalisco, où le gouvernement a déployé une opération militaire lourde contre Jalisco Nueva Generación. Plus de 80 000 personnes ont été tuées et 23 000 sont portées disparues depuis le début de l'offensive militaire antidrogue de Felipe Calderón, qui a été poursuivie par son successeur Enrique Peña Nieto, arrivé au pouvoir en 2012. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.